C'est l'histoire un petit peu qui a été écrite. Thibaut Villemont, Laurent Mercier, le week-end dernier à Spa-Francorchamps pour les 6 heures de Spa, troisième manche du championnat du monde d'endurance 2024. Une issue de course, un scénario de course absolument inattendu et vous allez me le dire, mais une première dans l'histoire avec cette sorte de prolongation. On connaît les prolongations en NASCAR, mais on n'avait jamais vu les prolongations en WEC. Thibaut, toi, tu étais sur place. T'es d'accord, c'est une première. On n'a jamais vu ça. Oui, salut Pierre, salut Lolo, bonjour à tous. Exactement, moi la première chose que j'ai fait quand j'ai entendu parler d'une éventuelle prolongation au-delà des 19 heures prévues, enfin dont la course aurait dû s'arrêter à 19 heures, j'ai tout de suite appelé Jean-Marc Tessette qui est pour moi la référence et qui m'a dit moi j'ai aucun souvenir de ça, des courses raccourcies j'en ai vu, des courses qui sont allées au-delà de l'heure prévue, jamais. Donc, et tu fais bien de citer la NASCAR parce que c'est rigolo, justement, en salle de presse, on disait on ne peut pas terminer la course comme ça, c'est une tristesse sans nom. Et j'aime beaucoup ce règlement d'un NASCAR qui prévoit de mémoire 5 tours minimum s'il y a eu un drapeau rouge au moment prévu de l'arrivée. Et donc oui, ça a été un événement historique. Après, ça a suscité certains débats. On a vu un Alessandro Pierguidi très frustré à l'écran faire un pouce vers le bas quand ils ont annoncé que la course allait être lancée. Alors je peux comprendre sa frustration. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Il leur faut marquer des gros points. Ils menaient la course à ce moment-là, mais sincèrement, arrêtons, on a déjà un sport élitiste. On a quasiment 90 000 personnes qui sont venues sur place sur la semaine. C'est un record sur une course de WEC, en dehors bien évidemment des 24 heures du Mans. Et ce public-là méritait que la course soit relancée. Et je trouve ça absolument remarquable que l'organisation, tant au niveau du WEC, au niveau de la direction de course, hein, dont on parle souvent quand ça va pas, mais il faut aussi saluer quand ils font des choses extraordinaires. Et notamment également au niveau du circuit qui a dû, en un temps record, avoir l'aval des autorités locales pour relancer les débats. Moi, je trouve ça super. Et je peux vous dire, j'ai assisté en direct quand il a été demandé aux 385 commissaires bénévoles s'ils étaient prêts à rester. Il n'y en a pas un qui a dit non, ils sont tous restés. Et j'ai trouvé ça génial. Et quand le speaker de la course, notre ami Anthony Coppi, a annoncé que la course repartait pour 1h44, je peux vous dire que dans les tribunes, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Et ça, c'était un super moment et une belle communion autour de notre sport qui est parfois décrié. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve ça vraiment génial que ça ait été relancé, même si voilà, au niveau sportif, personne ne s'attendait à ce que ça soit. C'est prévu au règlement, attention, il y a marqué que la direction de course peut prendre ce genre de décision. C'est inédit, mais voilà, moi je trouve que par respect pour tous ces fans, faut pas oublier que c'est un divertissement, hein. Ça sert des intérêts commerciaux, ça sert des intérêts marketing, notamment pour les constructeurs, mais ça reste pour la majorité, des gens, un divertissement et voilà, ça nous a moi je trouve que c'est une super décision. C'est ce que j'allais te dire, c'est dans le règlement. Voilà, on a échangé avec Laurent durant cette interruption. C'est vrai que c'est quelque chose qui est possible réglementairement. C'est à la discrétion de la direction de course. Et beaucoup de gens ont salué d'ailleurs la décision d'Eduardo Freitas en direct. Laurent, toi, comment tu as vécu cette prolongation, ce moment un petit peu particulier? Parce que bah, ça a duré très longtemps. Bon, on rappelle la cause, hein, c'est l'accident de Earl Bamber avec Sean Gelael dans la ligne droite de Kemmel. Ça a duré très longtemps, les réparations sur les rails. Il fallait remettre le circuit dans un état de sécurité satisfaisant pour pouvoir que la course se déroule dans des conditions normales. Mais en voyant le chrono s'égrener, on s'est dit, bah, la course va être arrêtée. Mais finalement, non. Ça a repris. Comment toi, tu as vécu ce moment? Bah, moi, je l'ai pas vécu comme Thibaut en salle de presse à Spa, mais ça m'a permis de commenter 1h44 de plus pour l'application officielle du WEC. Parce que pour la première fois, je faisais partie de ceux qui commentaient pour le WEC. J'ai rien de plus à rajouter à ce qu'a dit Thibaut. Alors évidemment, quand tu lis les commentaires, il y a toujours forcément des gens qui critiquent. La critique est toujours évidemment facile, surtout si c'est pas forcément bien argumenté. Alors oui, le chrono a continué à tourner. Il s'est pas arrêté. Maintenant, je pense que personne n'était. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc de toute façon, là, on était tout le monde. Je pense tout le monde était un peu dans l'inconnu, l'organisateur aussi. Et quand on voit l'engouement, comme disait Thibaut, pour cette course, quand on voit le nombre de gens qui étaient présents dans les tribunes, tu les fais patienter plus d'une heure. Et puis après, tu vas leur dire, bah en fait, les mecs, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez déjà fait la queue pour venir parce que c'était un peu le bordel pour les parkings. On va pas revenir dessus. Mais franchement, il y a rien à dire. C'était la solution. Bravo aux autorités, bravo au championnat et bravo au circuit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Même si évidemment, quand tu es en tête, que tu regardes ce qui a été fait, que tu es en tête de la course, tu t'appelles Pierre Goudy, que tu fais ça à l'image, bon, déjà ça, certes, c'est un peu moyen. Mais bon, les Italiens sont un peu coutumiers du fait sur pas mal de trucs. Non, non, Et pas qu'en sport auto, je précise. allez, voilà, c'est Et gratuit, merci. donc non, non, mais à un moment, si tu veux, oui, c'est comme ça, ok, on peut ne pas être content, mais maintenant, aller porter réclamation pour ça à l'arrivée, aller donner deux billets de 500 euros pour porter réclamation, la réclamation a été tout de suite déboutée. Écoute, moi je suis désolé, mais la décision, les différentes décisions qui ont été prises ont été bonnes. Est-ce que tu aurais été choqué, toi, que la course s'arrête? Bah, je suis choqué que la course s'arrête, oui, parce que t'as pas le dénouement final et t'as pas ce que t'attendais. Aussi, on est tous passionnés par l'endurance et qu'à un moment, tu veux que la fin de course, elle se termine sur la course, elle se termine pas sur un drapeau rouge. Maintenant, si à un moment on me dit, si Eduardo Freitas il dit, les rails, on peut pas les récupérer dans le temps imparti, que les autorités locales disent, on peut pas continuer la course parce qu'on est obligé d'arrêter à telle heure. Qu'est-ce que tu veux? C'est un concours de circonstances et c'est un peu la vie. Ce serait dommage, mais à un moment, on a tout fait pour continuer et on a écrit une nouvelle page et quelque chose de différent. Ou dans un environnement où l'automobile est un peu, comme disait Thibaut, un peu mis à l'écart, on peut que se féliciter. J'imagine que les milliers de spectateurs qui étaient restés dans les tribunes et au bord du circuit n'ont plus qu'apprécier. Oui, Thibaut, voilà, ouais, c'est j'allais te ça, dire, moi, je Thibaut, trouve. toi, t'as vécu sur place aussi, t'as eu l'avis des principaux concernés, hein, C'est les ça. équipes et les pilotes. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette décision? On a vu Ferrari Ouais, pas content, mais voilà, après, moi je dirais choqué, non, parce qu'en fait, on s'attendait tous à ce que se termine. Après, moi j'étais déjà en train en train de discuter avec des confrères. J'ai notamment eu la chance d'assister plusieurs fois à Indy 500. Il y a rien de plus frustrant qu'une course qui se termine sous drapeau rouge. Alors, même dans le clan Ferrari, je peux comprendre qu'ils soient frustrés, mais c'est pas très glorieux d'un point de vue sportif de gagner une course qui s'arrête 1h47 avant l'arrivée. Ils étaient en tête à ce moment-là. Qui dit qu'ils auraient gagné? Ils semblaient avoir les choses globalement bien en main, mais sait-on jamais? Donc bon, non, non, globalement, ça a été bien perçu par tout le monde. Il y en a qui ont dit: «Bah, c'est une surprise». On s'y attendait pas, c'est vrai. Il y en a qui pensaient, il y en a qui avaient déjà préparé pendant l'interruption de course la possibilité que ça reprenne pour une course sprint, entre guillemets 10-20 minutes. Au final, au vu de l'état des dégâts au niveau des grillages et l'organisation de les impasses et la sécurité, ils ont bien raison. Ça a été poussé à plus loin. Donc au final, ça a été une surprise pour tout le monde. Mais honnêtement, hormis Ferrari, moi, j'ai vu personne dans le paddock qui a vraiment pesté contre ça. Pourtant, il y en a qui se sont fait vraiment avoir, hein. Je pense à l'Alpine numéro 36, qui est passé au stand juste avant le drapeau rouge, donc qui est passé à un tour du leader. Et donc, bah, là, tout a été fichu pour elle. Il y a et tous ceux qui luttaient éventuellement pour la victoire. Donc oui, les Ferrari, il y avait la Porsche de Proton Competition. Et voilà, sur le plan sportif, les deux grands gagnants, qui ont anticipé un undercut, hein, comme me l'expliquait hier soir Kevin Estre. Ils ont voulu éviter l'undercut de la concurrence. Ils ont un peu anticipé leur arrêt ravitaillement et ils se sont retrouvés à n'avoir à faire qu'un seul arrêt après le drapeau rouge où tout le monde était regroupé. Et là, bon, bah, c'était jackpot. Donc, c'est pour ça que la course s'est jouée entre la Porsche numéro 6 et la Porsche numéro 12. Donc, non, pour répondre à ta question, globalement, honnêtement, hormis Ferrari, euh, j'ai entendu personne pester parce que les spectateurs ont été privilégiés et moi je trouve ça juste génial. Il y en a qui avaient passé beaucoup de temps dans un bouteillage le matin. Les gradins étaient encore bien pleins. Donc moi honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. C'était pour moi la bonne décision a été prise. Et des fois, j'ai presque envie de réfléchir j'ai presque envie de me dire, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une solution où la course se termine pas sur drapeau rouge? Encore une fois, c'est trop frustrant. C'est trop frustrant pour les spectateurs, pour tout le monde. Et la NASCAR y a travaillé. Est-ce qu'en endurance, il faut réfléchir à trouver un autre stratagème? Je ne sais pas. Bah, tu finis la course, tu fais un peu comme en NASCAR, tu fais des burns pour amuser le public et tout, devant les tribunes. bon, donc cet événement, historique a évidemment joué sur le plan sportif, puisqu'on comme vous l'avez, précisé tous les 2, évidemment, il y a des grands perdants et des grands gagnants. Tout au long de la course, on a vu, une voiture en tête dans les premières heures, c'est la Porsche numéro 99, Thibaut, avec, Nil Jani et Julien Andlauer qui, je pense qu'on va y revenir, a été un des hommes forts de l'épreuve. Et puis petit à petit, on a vu les 2 Ferrari revenir pour ensuite prendre la tête et se creuser une avance, substantielle avant cette interruption. Et là, patatras pour, les Italiens avec l'interruption et finalement c'est bien Porsche, mais plus avec Proton, avec, Jota et Penske
qui ont mené la course et la première victoire d'une équipe privée en WEC avec Jota. Est-ce que c'est représentatif de ce que vaut la 963? Elle a été très performante à Losail, on rappelle, sur un circuit un billard qui avait favorisé la voiture. Imola, ça a été un petit peu différent. Bon là, est-ce que sur ce circuit, Thibaut, c'est un résultat conforme à ce qu'on a vu depuis le début de la saison pour les progrès de la Porsche 963 et des deux équipes Porsche Penske et Jota? Bah, oui, sans nul doute, hein, clairement, la Porsche est la voiture de ce début de saison. Pour moi, l'équipe Porsche Penske est l'équipe de ce début de saison. L'année dernière, la Porsche n'a pas été révolutionnée, hein, c'est beaucoup de setup et tout, et c'est beaucoup d'exécution. Et sur le plan-là, Porsche Penske, jusque-là, ils font un sans faute. Kevin Esria nous avouait que de toute façon, en fin de course, il ne pouvait pas aller chercher Callum Ilott. Les deux privés, et chapeau à eux, tant Jota que Proton ont réussi à mettre le doigt sur un setup plus optimal que la maison mère. Mais en fait, c'est ce que déjà je disais après Imola. Je pense que la Porsche numéro 6, elle a un rythme de champion. Elle fait première à Losail, elle peut gagner. À Imola, ils ne s'attendent pas à gagner, ils font deux. Là, ils font deux. Euh, c'est très très bon augure. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le paddock. La grande majorité dit bah, la prochaine manche, c'est les 24 heures du Mans et Porsche est favori. Clairement, Porsche est favori. On voit que la voiture est fiable, que les équipages le sont. La numéro 5 a eu moins de chance, hein, chez Porsche Penske, puisque Michael Christensen est parti à la faute après un souci technique sur la voiture. Mais oui, c'est conforme aux attentes. Là, on parle vraiment de la Porsche, hein, je ne parle pas de Jota. C'est conforme au début de saison. La Porsche 963 est la voiture de ce début de saison. Et je ne parle pas. On peut rajouter, petite parenthèse, IMSA, hein, victoire à Letona, victoire à Laguna Seca hier soir encore. C'est là, vraiment l'équipe forte et la voiture en forme de ce début de saison. Laurent, Jota, qui inscrit son nom au palmarès au général en WEC. Bon, c'est pas une surprise, on connaît la qualité de l'équipe technique. Les pilotes sont aussi souvent hors de reproche, mais c'est une consécration pour l'équipe de Sam Hignett. Après avoir longtemps été dominatrice en LMP2, cette fois c'est au général. Qu'est-ce qui ressort de tout ça selon toi? Ça fait déjà, je crois que ça faisait, on va pas dire un an jour pour jour, mais presque, hein, que Jota avait reçu sa voiture, parce que la voiture avait débuté aux 6 heures de Spa l'année passée. Bah, et tout a été dit, il n'y a rien de plus vraiment à rajouter. Bon, en tant que Français, c'est juste un peu dommage que Norman Nato fasse pas partie de la fête, parce que c'est un peu lui le troisième pilote et qui était retenu en Formule I. Parce que c'est quelqu'un qui a tout à fait sa place évidemment dans la voiture. Et ouais, bravo à Jota. Il y a rien à. De toute façon, on savait que Jota, c'est une équipe digne d'un constructeur où tout est millimétré, tout est préparé, tout est carré. Franchement, bravo à eux. Et puis Proton, l'affaire a failli finir en cagade avec l'histoire de la porte que Neil n'arrivait pas à fermer et tout. Et ça aurait pu vraiment avoir des conséquences, puisqu'on avait passé le drapeau noir et orange à Neil pour rentrer, évidemment. Et là, il a réussi à la fermer comme il fallait. J'aurais pas voulu être à sa place au niveau stress, parce que ça doit être un peu emmerdant. Et encore, ça allait parce que c'était derrière la voiture de sécurité. Donc, ça allait moins vite pour essayer de fermer cette portière. Et puis, Julien Lower, bah, rien à dire, quoi. Des dépassements dans le raidillon, des trucs de malade, trucs, chapeau l'artiste, quoi. Franchement, franchement, Candidat à une place officielle? bah, Bah, candidat à sans nul doute, sans- ouais, exactement, comme les autres. Enfin, franchement, Non, c'est, pas que, c'est- non, c'est même pour moi aujourd'hui, ils font beaucoup rouler un Thomas Training. Pour moi, Julien Glower est bien plus légitime à une place de titulaire. Je dis pas ça parce que je suis français. Il est bien plus légitime à une place de titulaire au sein de Porsche Penske que Thomas Training. Maintenant, quand on voit ce qu'il a fait là, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a rien acheté, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, il C'était était au rendez-vous. surtout cette progression très rapide en fait, puisqu'il a Ah, et on débuté regarde récemment en du P2 P2. et là, boum, quoi, tout de suite performant, quoi. Il fait du P2 en Asian. En Asian, il a déjà été très brillant dès le début. Et là, à Imola, je pense ça s'est un peu terminé dans le gravier à un moment. Mais franchement, ouais, c'est l'homme en forme aussi du début de saison. Et c'est clair que c'est quelqu'un qui a sa place pour être pilote officiel dans un proto sans aucun problème. Au niveau de la trajectoire, moi, ça me fait un petit peu penser. Ils ont des backgrounds différents, hein, un passif différent, mais à Callum Ilott, en fait, c'est deux pilotes qui ont été
brillantissime au début de saison, plus en délicatesse à Imola, hein, tant Julien que Kaloum ont été pris à la faute et qui ont été pour moi les 2 hommes forts de ce meeting de Spa. Voilà, c'est Julien a fait 3 dépassements dans le raidillon absolument somptueux et voilà, et les deux en fait ont été aussi brillants à Spa que voilà, là où à Imola c'était un peu plus dur dans des conditions un peu précaires. Mais ouais, chapeau à lui, chapeau à lui. Après, voilà, moi pour rebondir sur la question de Jota, en fait, c'est assez rigolo si on peut dire parce que, bah, cette course-là, sur le papier, ils doivent pas vraiment la gagner. Ils sont dominés par Proton. Sam Hignett, le reconnaissait hier soir et ça fait même 2 courses de suite où, ils sont vraiment en retrait par rapport à l'usine, et ils gagnent celle-ci. Donc bon, pour l'ensemble de son œuvre, c'est 100 fois mérité, et je trouve ça bien que la première écurie privée à triompher en hypercar, soit Jota. Pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont montré. Il y a WRT qui maintenant est associé à BM et Jota mérite d'être associé à un grand constructeur, à être l'équipe d'exploitation d'un grand constructeur et ils l'ont prouvé une fois de plus. Donc voilà, après pour la petite anecdote, donc c'est la première écurie privée à triompher en hypercar. C'était aussi la première écurie privée à avoir une hypercar entre les mains, comme le disait Laurent Aspal l'an passé. La première écurie privée à gagner un classe Rennes depuis Austin en février 2020. Et je crois que c'est la et de ce qu'on me disait ce matin, la première Porsche privée à gagner un championnat du monde depuis 1989, Oleg Jelinski à Dijon avec une Porsche 962 du Just Racing. Donc là aussi, le résultat sportif, outre Et, qu'on a déjà et dit, on ça reste un moment d'histoire. et on a un équipage à deux qui gagne, ce qui n'est Mmh, pas arrivé. Ce que Jota exactement. avait fait d'ailleurs en LMP2 en 2012 avec la Zytec Mmh. à Spa, avec Simon Dolan et Sam Cook. Les grands perdants, Thibaut Laurent, c'est Ferrari, qui était en tête avant la neutralisation et qui, au final, sauve le podium avec la troisième place de la Ferrari 499P numéro 50, avec encore Antonio Focco qui s'est distingué durant tout le week-end avec au départ la pole position et puis une exclusion pour un poids non conforme. Et finalement, ben, quand même un beau retour. Les deux 499 ont été très performantes avant cette neutralisation. Thibaut, comment tu analyses la performance, la prestation de Ferrari hors, on va dire, hors la neutralisation? Ils ont été quand même assez impressionnants. Oui, bah, la neutralisation, ils y sont pour rien, hein. De toute façon, pour moi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont eu le résultat, le mieux qu'ils pouvaient avec cette neutralisation. Ils se sont bien remobilisés, depuis Imola où vraiment là, pour le coup, on l'a dit, c'était carton rouge, au niveau de la stratégie. Là, ils ont rien il y a rien à dire. Il y a C'est là où la voiture, c'est peut-être celle qui a le plus de potentiel, hein, sur le plateau et maintenant, et si l'équipe est au niveau, ça marche, voilà. Alors, je suis toujours pas bluffé par la majorité des pilotes de l'effectif, hein. Fauco est toujours un ton au-dessus. On voit maintenant des Schwartzmann, des Yifeye sur la 83 qui prennent le dessus sur des pilotes titulaires sur les 2 voitures officielles. Mais non, non, il y a rien à dire. Ils sont remis dans le On va dire qu'ils sont remis dans le sens de la marche avant Le Mans. Maintenant, on attend la BOP du Mans, là, pas encore. Mais en ligne droite, la Ferrari a toujours un avantage. Elle était en boîte Le Mans, en plus à Spa et clairement, ils seront là dans la Sarthe, hein. Il y a pas photo, hein. Ça, faut pas, faut pas se leurrer, c'est pour beaucoup la voiture à battre, hein. On disait tout à l'heure Porsche, certains en faisaient les favoris parce qu'au niveau du package, comme on disait, même au niveau de l'exploitation, ils ont été très bons depuis le début de la saison, là où Ferrari n'est pas irréprochable. Mais en termes de potentiel voiture, encore une fois, il y a la BOP qui va jouer. Il faudra voir si les instances dirigeantes décident d'adopter ce système de puissance maxi au-delà de 200 km/h qui permet de limiter un peu la vitesse de pointe, qui est quand même un gros point fort sur la 499P. On l'a vu l'an passé au Mans. Mais non, là, voilà, ils se sont remis dans l'ordre de marche avant Le Mans. Je pense ils en avaient vraiment besoin avant Imola. Je pense que la grosse claque d'Imola leur a permis de un petit peu revoir leur process aussi en interne. Et globalement, sur le plan du résultat, c'est peut-être un peu décevant pour eux, mais je trouve que si on regarde une image globale, ils ont quand même fait un bon week-end. À Imola, c'est Toyota qui avait signé la victoire. À Spa, Toyota était un peu plus dans le dur, Laurent. Les GR010 hybrides, ça n'a pas été ce qu'on espérait, et évidemment ce que Toyota attendait. Comment tu analyses cette course dans le clan japonais avant Le Mans?
Il va Bah, falloir, ça a été, je trouve, enfin, ça a été assez compliqué. Alors, je sais que Sébastien Buemi l'a expliqué, on a essayé de garder aussi des pneus neufs pour la fin de course. Évidemment, ça a un petit peu tout changé. Alors, je sais pas si Thibaut a plus d'explications par rapport à la méforme de cette Toyota à Spa-Francorchamps, mais c'est sûr qu'avant, autant à Imola, ça s'était bien déroulé avec la stratégie et tout, mais là, on a vu des Toyota un peu dans le deuxième, on va dire dans le deuxième paquet au final, un peu dans le ventre mou du plateau hypercar avec Ferrari et Porsche qui étaient à l'avant. Et après, Toyota qui était un petit peu au milieu, et après les autres qui étaient encore un peu derrière. Donc, on n'a pas vu une seule Toyota vraiment aux avant-postes. la pénalité a fait mal, Thibaut, de la 8 tout de suite? Ouais, ouais, les 2, non, non, mais après, même, les intéressés le reconnaissaient, hein. Ils ont pas fait la course parfaite hier, ça c'est sûr. Après, quand on regarde les moyennes en course, c'est quand même, assez étonnant. Alors, ils n'ont pas la BOP la plus avantageuse. On sait que, l'année dernière, déjà à Spa, ils ont gagné, mais vraiment parce qu'en début de course, ils ont pris un super choix stratégique, là où quasiment tout le monde, hormis la Cadillac numéro 01 et les 2 Toyota sont partis en cycle, tous les autres sont partis en pneus cuits et c'était la décision, la bonne décision, c'était Toyota et la Cadillac numéro 01 qui l'avaient pris. Excusez-moi, je crois qu'elle n'avait pas le numéro 01 en white, mais peu importe, la Cadillac jaune de Sébastien Bourdet. Et, mais Ferrari avait été la voiture la plus véloce déjà l'année passée à Spa, hein. Donc bon, voilà, là, je pense que effectivement, la pénalité à jouer, ils sont un petit peu pris peut-être les pieds dans le tapis. On les a jamais vraiment sentis très présents sur la piste. C'est comme ça. Ils n'ont pas, déjà, Imola, c'était pas les plus rapides, mais ils avaient réussi à maximiser tout ce qu'il fallait pour y arriver et ils étaient quand même en course un petit peu plus véloces qu'on pensait. Voilà, là, ils se sont fait de toute façon totalement décrocher avant le drapeau rouge. Voilà, il y a peut-être eu cette stratégie pneu qui a joué. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, par voiture, la moyenne des 10 meilleurs tours en course, hein, qui pour certains est assez révélatrice. Ils sont derrière Cadillac, ils sont derrière Alpine, ils sont derrière les Porsche, ils sont derrière les Force. Et ils sont même la 8 est vraiment très loin. Donc, c'est un peu j'espère que ça va pas affecter le moral, des troupes parce qu'encore une fois, la prochaine, c'est la grande échéance, c'est Le Mans. Mais bon, Le Mans, on sait que Toyota est capable de se subjuguer, ils ont vécu une édition 2023 compliquée, on n'a pas, je pense que tout ça va se remobiliser, mais oui, c'est pour moi, c'est la déception de ce week-end avec BMW, clairement. BMW justement, tu en parles avec, WRT, c'était la course, à domicile, forcément attendue. Vincent Vost, t'avait dit que c'était forcément un rendez-vous à part, que ce soit on va grouper, hein, WRT, LMGT3 et Ah, on ICAT peut Mars. regrouper là. C'est la déception, totale et la course sans. Il y a vraiment rien à fonctionner avec bon, en GT3, c'est 2 accidents, où ils sont, victimes collatérales. Heu, Une BMW. d'une BMW pour le premier, Le premier, voilà, ironie du sort, c'est la BMW numéro 20 qui entraîne, l'abandon de la BMW numéro 46. c'est ça, donc bon, j'imagine que tu as pu avoir quelques échos, ça devait être la soupe à la grimace, dans le clan Oui, Baggio. c'était un peu c'est sûr que c'était la soupe à la grimace. En fait, c'est comme tu disais, hein, c'est quand ça veut pas, hein. Là, mais même en performance, hein, ils étaient pas dans le coup. Je parle pour le en hypercar, hein, pas en GT, mais en hypercar, ils ont été globalement assez discrets, hein. Ils ont été assez discrets durant la semaine, donc c'était, oui, c'est pareil, ça a été un week-end, sans alors qu'à Imola, ils avaient été, vraiment, vraiment dans le coup. Heu, c'est, ouais, j'ai pas vraiment d'explication là. Pour le coup, pour BM, pour moi, quand ça veut pas et encore une fois, c'est l'exemple même, c'est la numéro 20 qui met la 46 dehors et après, comme je disais, la numéro 31 est la victime collatérale, de De la l'accident avec lutte, la Cadillac. voilà, entre la Porsche 99 et la Cadillac numéro 2 qui a entraîné le drapeau rouge, il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment donc voilà, j'espère que, pareil, j'espère qu'au niveau du moral des troupes, ça va pas trop les affecter avant Le Mans, mais bon, c'est quand même une équipe d'expérience, WRT, il y a pas de raison que ça les affecte plus que ça. Dans les courses sans, on a eu Lamborghini qui a eu un souci, technique, de suspension et ça la course s'est arrêtée au bout de 59 tours si, je ne me trompe pas. Cadillac par contre, Thibaut, avant l'accident, le duo Bamber-Lynn, c'était pas si mal puisque ça a joué avec la Porsche Proton. Est-ce que c'est le bon élan pour la marque américaine? On sait qu'ils étaient un peu dans le dur sur les 2 premières manches. Est-ce que c'est un peu mieux?
En fait, ce qui était étonnant, c'est l'irrégularité. Alors, des fois, ils sont deuxièmes, après ils passent 16e, c'est assez étonnant. Ils ont eu du mal, notamment en essai libre, à faire monter les pneus en température à l'avant. Donc il manquait cruellement de grip. Ils sa ils sont un peu dans l'incompréhension, depuis quelques courses, et là, les séances, ils pouvaient être 2e, 16e, après remonter. Au début de course, ils sont là, après ils perdent un peu et mais bon, c'est quand même mieux. Après, comme me disait Earl Bamber, c'est, le châssis, on peut hélas, on peut pas le comparer à un autre parce qu'on est tout seul. Il y a qu'une voiture chez Cadillac. On pourra le faire au Mans, mais bon, de toute façon, le châssis, bah, il faut le changer, Là, oui. que là, il a été trop endommagé, donc ils vont devoir en reprendre un autre dès aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont, comme bon nombre de leurs concurrents au Ricard, pour mener à bien la dernière séance d'essai, avant les 24 heures du Mans. Donc, j'ai quand même, je les mets pas dans les 3 favoris pour Le Mans. Pour moi, ça reste, Toyota, Ferrari, Porsche. Mais je les vois, en poil à gratter. Vraiment en poil à gratter parce qu'on a vu que l'an passé, notamment avec Sébastien Bourdais, la voiture pouvait être très véloce. Ils n'avaient pas été en réussite. Ils en auront 3. Par contre, il faudra vraiment travailler main dans la main. C'est ce qu'on disait dans l'analyse après Imola. Il faudra que Cadillac et Ganassi mettent, leur querelle de côté et je pense ils ont un coup à jouer au Mans. Il y a pas de il y a pas de raison, mais après oui, voilà, l'essentiel c'est que Earl aille bien. Il y a eu ce couac et encore une fois, ils payent le prix fort d'avoir une voiture, mais ils ont été là. Ils ont été là en course, voilà, ça a été un peu compliqué, mais ils ont été là en qualif. Première ligne en WEC, hein, de la Cadillac, hein, faut quand même le souligner. Certes, après le déclassement de la Ferrari numéro 50 d'Antonio Focco, mais quand même. Donc tout n'est pas acheté. Par contre, tu peux c'est pas comme, moi le la performance inquiétante, c'est un peu Lambeau quand même. Oui, ça c'est sûr que là, ça Bah, c'est un peu la même chose. Il y a aussi qu'une voiture. C'est une voilà. première saison avec une seule voiture. Il y a pas de recul en IMSA parce qu'en IMSA, elle a fait que les 12 heures de Sebring. Donc c'est forcément pas simple. En plus, Ligier débute aussi c'est le châssis, hein, débute dans la catégorie Rennes. Donc bon, on va voir ce que ça va donner au Mans où il y aura 2 Lamborghini. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est assez compliqué. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, Laurent, c'est qu'en fait pour progresser, il faut rouler. Mmh, Ils roulent jamais. non. Ils roulent jamais. Quand on voit alors là, ils ont encore une séance, d'essai avant Le Mans, mais quand on voit tout ce que fait Porsche, et ils vont pas au-delà de la réglementation, hein, c'est tout Et surtout tout ce qu'ils ont fait l'année dernière, tout ce qu'ils ont fait, voilà. tout ce que les nouveaux constructeurs ont fait l'an dernier. Mais moi je trouve qu'en essai, j'ai l'impression que Lamborghini roule très peu. Bah, et puis c'est surtout qu'il faut quand même se souvenir d'où on part. On part avec un programme initial qui devait avoir 2 2 voitures en WEC, voitures, 2 ouais. voitures en IMSA sur la saison complète. On se retrouve avec une en WEC, une en IMSA sur les courses longues, pas de Daytona. Forcément, ça complique un petit peu la donne. En plus, il faut penser aussi quand même qu'il y a Giorgio Sana qui est quand même qui était quand même la pierre angulaire de Lamborghini Squadra Corse, qui est sorti un petit peu par la petite porte. Donc déjà, c'est Rouvenmort qu'on a beaucoup vu à l'image d'ailleurs pendant la course, qui est un peu la personne qui s'occupe de la partie technique, qui était chez Audi avant, qui est un peu le remplaçant par intérim à la tête de Lamborghini Squadra Corse. Mais c'est sûr que c'est pas simple. Donc on va voir ce que ça va donner au Mans avec les 2 voitures. En perf, en fiabilité, c'est ouais, c'est En tout, complexe. en exploitation, Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de boulot mais voilà, encore une fois, je sais pas si c'est une question de budget, mais ça roule très peu, ça roule très, très peu et puis là, au Mans, bah, il va falloir faire rouler 2 voitures, donc c'est encore une autre paire de manches, hein, c'est une autre mécanique. Alors ça va aussi les aider certainement à trouver les bons réglages. Après au Mans, c'est encore différent, il y a beaucoup de roulage avant, il y a la journée de test, il y a des essais libres qui sont globalement assez longs, donc qui sont moins dans le rush que sur une course du WEC. Mais bon, on espère vraiment qu'ils vont réussir à redresser la barre assez vite parce que pour l'instant, les petits nouveaux, ce sont les petits nouveaux avec Alpine. Je mets BM à part parce que BM, la voiture roule quand même depuis plus d'1 an en IMSA, hein, donc elle est quand même bien éprouvée et Lambeau est décevant. Heu, J'enchaîne parce que je les ai dit, au contraire d'Alpine. C'est ce que j'allais te dire, c'était le point suivant évidemment, on va passer sur la partie française, mais Alpine, ça y est, on sent quelque chose, peut-être un petit déclic à Spa? Est-ce que tu vas jusque-là Thibaut, par rapport à la 424? Un déclic, je ne sais pas en tous les cas ce que m'a dit Philippe Sinot à juste titre. Il dit depuis les débuts de la voiture en compétition, on fait enfin de la course. Imola c'est un circuit très spécifique, c'est dur de doubler, il y a des bosses, il faut jouer avec les vibreurs et jusque-là, ils ont vraiment pas travaillé là-dessus parce que, c'est un peu, une anomalie dans le calendrier du WEC, donc ils ont préféré se concentrer sur la majeure partie des autres tracés.
Mais ça a été très bien, ça a été très bien. Charles Milesi, qualifie la 424 pour la première fois en hyperpole. On sent à chaque sortie, ça progresse. Ça a été dur pour diverses raisons à Imola. En plus, ils ont été impliqués dans l'accident, le carambolage du début de course. Mais pour moi, c'est une vraie satisfaction de ces 6 heures de Spa, c'est Alpine, clairement. La 36 aurait pu aussi avoir un bon résultat et terminer dans le top 10, mais elle, comme on disait tout à l'heure, contrairement à la 6 et la 12, elle s'est retrouvée, elle a fait elle s'est aussi arrêtée plus tôt. Alors en plus, elle avait une crevaison en début de course qui l'a incité à anticiper son arrêt. Mais au final, elle s'est retrouvée à un tour au moment du drapeau rouge, et puis là, c'est fichu. C'est fichu, donc ça a été un petit peu frustrant pour la 36, mais sinon, ouais, ça progresse, et la bonne nouvelle pour eux, Jules Gounon a assuré l'intérim brillamment, même si on l'a peu fait rouler. Il a Ferdinand pas eu Asper, trop l'occasion de rouler, faut dire. voilà, Mais mais il a pas eu de cul, hein. Non, À chaque fois, il y a ça, quelque chose qui a fait qu'on a été obligé de changer la stratégie, en fait. Parce que l'idée, c'était de faire 2 heures, 2 heures, 2 heures. mmh. Mais lui, il a pas eu de cul à Imola. Il a pas eu de cul à Spa non plus. et là, en fait, donc là, cette semaine au Paul Ricard, Ferdinand Habsburg reprend le volant pour voir s'il peut, s'il est apte pour les 24 heures du Mans. Et on a bon espoir, hein, ils sont très optimistes, et donc là, c'était aussi un autre cas à gérer pour Alpine. Et voilà, pour l'anecdote, d'ailleurs, Bruno Fama a profité qu'il n'y ait pas de clash avec la Formule 1 pour faire le déplacement à Spa. Dans le clan français, par contre, Peugeot, Laurent, la course a encore été un petit peu, délicate pour la 9X8, version 2024. Comment tu vois les choses chez Peugeot? Est-ce qu'on est encore on est forcément encore en phase de découverte, hein, de la voiture, mais le «problème» entre guillemets, c'est que la grande échéance arrive. Est-ce que la 9X8 version 2024, pourra réitérer ce qu'a fait la 9X8 l'année dernière au Mans ou pas? Là est la Bah, question. déjà, l'année passée, personne mettait un centime sur la 9X8. Elle a Nous pointé sommes en tête. d'accord. Alors, certes, on connaît les conditions et tout, mais il fallait quand même être là. Ce qui était quand même de bon augure, hein. Elle a pointé en tête des 24 heures du Mans quand même à un moment. Et là, évidemment, bon, je pense que de toute façon, chez Peugeot, on doit être forcément vraiment concentré sur les 24 heures du Mans. L'échéance arrive vite. Je pense de toute façon qu'on s'attend évidemment à faire nettement mieux, et je pense qu'il va falloir faire mieux. Je pense que du côté de Carlos Tavares et de la direction, on attend quand même des résultats avec sa 9X8 2024. Maintenant, je pense que le juge de paix, ça va être Le Mans, hein. C'est une voiture, tout le monde le dit depuis le début, c'est une voiture pour Le Mans, pour Le Mans, pour Le Mans. On a apporté les modifications qu'il fallait du côté de Peugeot à cette 9X8. Et maintenant, bah, place aux 24 heures du Mans. Moi, il y a un truc, je suis désolé, on est obligé d'en parler, c'est un peu dur la BOP quand même, hein. Oui, ça La voiture la plus restait longue. encore la voiture la plus Là, on va voir après avec Le Mans ce que ça va donner. C'est sûr que pour l'instant, elle n'est pas avantagée par la BOP. Ça, c'est clair. Voiture la plus lourde du plateau, quasiment la moins puissante. Il y a que Porsche qui avait 1 kilowatt en moins. Maintenant, est-ce Heu, qu'on peut parler de BOP? On a le droit, nous, ou pas? oui, nous, on a le droit, nous, on a le droit. On a le droit. Ah oui, c'est vrai. Tout le Non, monde mais n'a pas le droit. voilà, c'est vrai que moi, c'est trop. Encore une fois, hein, je prends beaucoup de recul. C'est très compliqué d'analyser ces chiffres parce qu'on ne sait même pas comment les instances y arrivent, hein. Mais sur le papier, c'est un petit peu dur. Alors, on sait que la première course à Imola, c'était une nouvelle voiture et la BOP n'est pas censée compenser les informations manquantes, donc ils font de leur mieux, mais ils sont obligés de prendre des précautions, c'est normal. On a vu notamment, comme le disait Olivier Jansoni, dès le Qatar, on a vu les nouvelles venues, la Lamborghini, l'Alpine et la BM, euh, qui clairement n'étaient pas dans la fenêtre de performance optimale. Donc, j'espère que ces 2 courses, Imola plus Spa, vont permettre à la FIA et la CO de vraiment d'avoir des informations sur cette nouvelle auto, et que ce sera différent au Mans si c'est nécessaire. Encore une fois, hein, c'est très compliqué de juger les chiffres de la BOP. Je ne sais pas comment ils y arrivent, personne ne le sait. Donc, Si personne ne le sait, c'est quand même triste, hein. en tous les cas, pas nous. Non. Mais voilà, après, par contre, après, au niveau exploitation, au niveau pilote, il y a pas eu de gros ratés, sauf erreur de ma part, hein. Non, non, bah, déjà ils ont eu un début de course, alors, sauf la 94 qui est rentrée pour un défaut de système hybride, enfin une alarme en tout cas. Ouais. Il y a eu un reset obligatoire. Bon bah, déjà ça te met quand même un peu sur la défensive forcément, mais c'est sûr que c'est pas ça a pas été le début de course d'Imola avec, bon des dégâts, enfin là ils ont eu une course, «claire» on va dire, entre guillemets, Ah, mais on les a je pas suis pas vus jouer dans les même dans le je milieu de suis peloton. je suis pas persuadé que le package global, de toute façon, permettait de faire mieux que ce qui a été fait. Mmh mh. En Pourquoi? termes
en termes de BOP et tout, je pense Ah, que oui. en termes de BOP, je pense que ce qui a été fait, bah, ça a été fait avec les moyens du bord et les résultats, bah, évidemment, sont un peu, tributaires aussi, forcément. C'est le facteur balance de performance est un facteur à prendre en compte. Maintenant, on va voir ce que ça va donner aux 24 heures du Mans. C'est toujours de toute façon, moi, c'est un petit peu ce qui est très frustrant aujourd'hui avec ces systèmes, hein, pour nous journalistes, de l'extérieur, c'est tellement compliqué à analyser. Il y en a qui disent que les gens cachent leur jeu en vue du Mans, on a tout entendu, hein, ce week-end, hein, donc voilà. Après, encore une fois, si on analyse la moyenne des 10 meilleurs tours en course, de chaque voiture, Peugeot, ils sont très, très loin. Ils sont 10e et enfin, ils sont, excusez-moi, ouais, ils sont beaucoup plus loin. Il y a que Lamborghini, la Porsche numéro 38, qui a été aux abois toute la semaine et qui a été victime de sorties de piste et qui a vu sa course se terminer très tôt, hein, puisqu'elle a été impliquée dans l'accrochage avec la BMW numéro 20 et la BMW numéro 46 et l'Isotta Fraschini qui sont derrière. Donc, clairement, les 9X8 étaient vraiment à côté de la plaque à la rue, enfin, à côté de la plaque, c'est méchant, mais c'est parce que c'est pas persuadé que ce soit de leur faute, mais en tous les cas, ils étaient vraiment pas dans le coup à Spa et c'est moi ce qui me fait de la peine, c'est que l'équipe a énormément bossé, vraiment, tous les gars en interne, pour faire cette nouvelle voiture, pour qu'elle soit prête et là, ouais, c'est un petit peu frustrant parce que, quand Philippe Sinot nous disait: «On fait en fin de la course», clairement Peugeot, ils en sont pas là, quoi. Ils ont pas fait de la course. Ils ont été spectateurs d'une course, à Spa. Thibaut, Laurent, on a fait le tour de la catégorie Hypercar dans sa On parle pas globalité. d'Isota? On parle pas d'Isota? On peut parler d'Isota. Le problème, Voilà, c'est que je pense qu'on va alors se répéter, malheureusement. non, mais bon, elle a vu l'arrivée, Elle a vu l'arrivée. Ça, on est elle a d'accord. fait plus de tours, elle est plus je sais pas si on peut dire aussi plus proche, on va dire, à Du l'arrivée paquet, ouais. du paquet. Bon, maintenant, ça reste, enfin, on va pas refaire l'histoire, on l'a déjà dit à Imola. Oui, voilà, on va pas tirer sur l'ambulance, mais excusez-moi, je sais que les pilotes bronze sont interdits en hypercar. C'est une bonne chose, mais là, on fait quoi en fait, pour parler de BOP avec l'ISOTA? Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même, on est dans une catégorie reine. On a 2 personnes qui débutent et qui, excusez-moi, sont quand même pas les pilotes les plus talentueux de la planète, avec tout le respect que je leur dois. Ils tournent certainement le volant bien mieux que moi. Mais oui, mais c'est compliqué, quoi. Et c'est moi, c'est ce que je dis encore une fois, c'est que ce qui est dommage, c'est que, un, un Glickenhaus avait le mérite de mettre déjà la voiture avançait bien mieux, mais avait le mérite de mettre Des d'excellents pilotes pilotes expérimentés. devant. Mmh. Ah, Voilà, moi là, bon, je prends par exemple la moyenne des meilleurs tours en course, encore une fois, Jean-Carl Vernet est en 2:10,1, ses 2 équipiers, ils lui rendent plus de 2 secondes. Enfin, ils sont à 2 secondes et demie. Du coup, Heu, ça impacte forcément aussi l'approche du développement de la voiture, des oui, réglages, hein, forcément. c'est un gouffre, et puis c'est un gouffre. comment est-ce que tu fais une BOP par rapport à ça, en fait? Mmh. En fait, le problème, c'est que oui, le seul pilote auquel tu peux analyser, ce sont les performances de Jean-Carl Vernet et qui n'avait pas roulé depuis un certain temps dans ce genre de voiture. Mais là, moi, je suis désolé, le Serra et le Bennett, enfin, je veux dire, 2 secondes et demie par rapport à leur équipier. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, je suis désolé, il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que, je trouve que ça fausse la donne, en fait. Je trouve que ça fausse la donne et ça retire de la crédibilité à ce projet. Alors qu'au départ, j'ai quand même entendu que la voiture, elle était pas si catastrophique que ça. Elle doit pas être si loin, du peloton. Donc, voilà, je sais qu'il y a besoin de budget pour ce programme que, les 2 pilotes que je viens de citer, forcément en emmènent. Ouais, mais Mais là, tu peux pas en tant que constructeur, en plus, tu peux pas dire, que la BOP va te remettre dans le droit chemin. Si tu mets pas tout dans l'ordre, c'est sûr que si tu mets Romain Dumas, Olivier Plat dans la voiture avec Jean-Carl Vernet, ça va pédaler plus vite, hein. exactement et le problème, c'est que c'est tant qu'ils ne seront pas en dessous de la seconde par rapport au reste du peloton, pourquoi la FIA ou la CO les aiderait? Il y a un moment, il y a une fenêtre de performance, vous en êtes très loin, il y a un moment, il faut s'en rapprocher un peu. Voilà, Mmh. quand ils s'en seront rapprochés un peu, Ouais, là, tu peux pas les aider et tu on peux verra. pas tout mettre sur la BOP, hein. Voilà, Là-dessus. exactement. C'est ouais, moi, j'aurais bien aimé, avoir un vrai équipage et au Mans, il y a des P2, hein. Alors certes, ralenti, bien comme il faut, mais là, de temps en temps, on se dit, heureusement qu'il y a pas de P2 pour comparer quand même parce que voilà, c'est moi je trouve ça regrettable quand on arrive dans la catégorie reine, dans un championnat du monde qui aujourd'hui, disons-le, c'est le deuxième plus gros championnat du monde en sport auto après la F1.
Je trouve ça regrettable enfin regrettable. On en a besoin de ces artisans. Moi, je suis le premier à pleurer le fait que Gülkenash ne soit plus là. Mais Gülkenash, il y avait tout. La voiture, elle était quand même, elle avançait. Il avait le mérite de mettre des super pilotes au volant. Et voilà, là, moi, pour l'instant, ce projet Isota Fraschini, j'adorerais qu'il marche, vraiment. Mais il faut, pour qu'il marche, il faut s'en donner les moyens. J'ai l'impression qu'ils ne s'en donnent pas les moyens. Mmh. À voir pour les prochaines échéances. Le LMGT3, Porsche encore, avec Mantei EMA et Mantei Pure Racing qui ont fait le doublé. Ça a été le jeu de la consommation, messieurs, parce que on a cru que la McLaren United était bien placée, puis on a cru que la Lamborghini Iron Lynx était la mieux placée, et finalement, ce sont les deux Porsche Mantei EMA et Mantei Pure Racing qui ont tiré leur épingle du jeu dans cette course à la conso, on va l'appeler comme ça. Déjà, on va féliciter Mantei Racing dans sa globalité par rapport au travail qui a été fait sur la 92, parce qu'on rappelle que Alex Malikin nous a fait une belle frayeur au sommet du Raidillon en hyperpole. Fort heureusement pour lui, déjà, il n'a pas été blessé, il a pu tenir sa place. Et après, chapeau à Manthey pour avoir réussi à reconstruire la voiture en ramenant un châssis, c'est ça Laurent, de l'usine. Alors c'est Ouais, un pas châssis, très loin. oui, qui est pas très loin, mais encore, fallait quand même que tout soit en place. Et ensuite refaire tout ce qu'il fallait pour remettre la voiture, passer les vérifs techniques et ensuite être prêt pour la course. Là, c'est déjà, outre le résultat sportif, c'était déjà un bel exploit que nous ont offert les hommes d'Olaf Mantey, Laurent. On peut appeler ça comme ça Bah, déjà. et puis je pense que le gros pet qu'a pris Alex Malikin, ça l'a pas handicapé par rapport à la course parce qu'il a été quand même suffisamment opportuniste et suffisamment chaud en course au niveau des dépassements et tout. Et c'est sûr que c'est une belle victoire et enfin une belle prestation. Comme tu l'as dit, la consommation à jouer. Je pense qu'il fallait pas spécialement écrire l'article 2 minutes avant l'arrivée parce qu'il a fallu changer le titre 3 fois, je peux te le dire, trois 3 fois fois. entre Mantei et Iron Lynx. Alors, on a même cru à un moment que Franck Pereira allait pu décrocher la victoire pour Iron Lynx, alors que cette voiture en plus partait en fond de grille. Mais du coup, il en a manqué un petit peu pour la numéro 60. Et Mantei a tiré les marrons du feu. C'est plutôt bien aussi pour Richard Lietz quand même, qui est un petit peu le coach un peu de cet équipage et qui avait subi un peu la domination de la voiture sœur depuis le début de saison. Et c'est bien de voir cette voiture. On a Yasser Chahine aussi, hein, qui est le gentleman de l'équipage et qui nous vient d'Australie, même s'il a la double nationalité avec la Palestine et l'Australie. Et puis Maurice Schuring, qui est le Benjamin du plateau, qui est tout jeune et franchement, et qui fait le taf, quoi. Donc, rien à dire là-dessus. Évidemment, du côté des Iron Lynx, Iron Dam, on n'est pas spécialement ravis de cette histoire de consommation de carburant. Mais bon, après, c'est un peu la course qui veut ça. Iron Dam était plutôt bien parti avec Sarah, qui a quand même mis une pilule un peu à la concurrence des pilotes bronze, hein, puisque c'est tous les pilotes bronze qui prennent le Pris le départ, il faut départ. quand même le Mm. rappeler. Et puis que Sarah est certainement, à part faire le jeu de la catégorisation de pilote, mais si tu as une catégorisation bronze qui est là, je pense que Sarah, elle est un peu au-dessus de la catégorisation bronze. Donc, Bah, il y a aujourd'hui, je pense qu'en bronze, tu m'arrêtes si je me trompe, bah, il y a Malikin ouais, pour moi est la référence. qui peut matcher en bronze, ouais, qui peut Pour matcher. moi, c'est la référence en bronze, Malikin, et puis après, tu as Sarah. Et comme Malikin est sorti en qualif, bon, bah voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Et après, le reste, bon, là, on l'a déjà abordé tout à l'heure avec BMW, avec WRT. Là, c'est pas de cul pour l'équipe de Vincent Voss, qui avait rien demandé, qui va avoir beaucoup de travail, parce qu'il faut déjà reconstruire les voitures. La semaine prochaine, enfin, la semaine d'avant, l'équipe était à Brandzach, même si c'est des équipes séparées, hein, mais quand même, on parle de l'équipe technique, on va dire, Mm. enfin, de l'équipe globale. La semaine prochaine, c'est Misano pour le sprint. Après, il faut aller à Spa pour les essais des 24 heures de Spa. La journée test va vite arriver. Bon, on va voir. Par contre, au championnat, du côté de Mantei, on s'échappe là, hein. Parce que Là, vu que WRT, qui était quand même la deuxième force après les deux premiers meetings, là, c'est un zéro pointé pour les deux BMW. C'est un je peu crois que c'est la compliqué. seule, la 92, c'est la seule voiture du top 3, je crois, top 3, top 4 du classement avant Spa qui marque des points. Donc là, c'est sûr Ouais, que alors, plus 18, sachant quand même qu'il faut rappeler qu'on n'a pas le même système au 24 heures du Mans, parce qu'on n'a pas c'est le vrai. système du Success Ballast par rapport au championnat et par rapport aux courses gagnées précédemment. On a vu un petit regain de forme aussi quand même de McLaren. Oui. Euh,
Et puis après, pour le reste, bah, compliqué un petit peu quand même pour Aston Martin. Même si on les a vus à un moment, mais ça a été un petit peu en dedans. Et Le bon puis, point, c'est qu'il y a 3 et je te coupe un peu Lolo, il y a 3 concurrents qui pour moi ont été un peu en retrait depuis le début de la saison qu'on a vu. C'est Lambeau, je pense qu'en perf pure, c'était certainement les plus rapides. Comme tu l'as dit, McLaren et Corvette. Corvette, on les a quand même vus un petit peu plus que je trouve que sur les autres courses. un petit peu, ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais il y a encore de la technique, hein, Bah, c'est une nouvelle sur la voiture Corvette. aussi, donc Mmh. c'est une nouvelle voiture, hein. TF resté sur différents podiums aux 6 heures de Spa depuis 5-6 ans, mais là, ça l'a pas fait. Mais maintenant, on verra aux 24 heures du Mans avec le renfort des autres équipes qui arrivent, notamment de l'European Le Mans Series, ce que ça va donner. Mais bon, je pense que ça va être suffisamment ouvert, même si c'est sûr que sur le papier, l'équipage Monté, il fait mal, hein. Ah, le 92, il fait le Monte Pure Racing sur le papier, c'est un peu le nouveau Keating, quoi. Bah, le truc le truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que cet équipage-là, nous, Pierre, on l'a plus On l'a maîtrisé, on va vu dire, en GT l'année World Challenge. dernière en GT World Challenge Europe. C'est des gens qui se connaissent, qui roulent ensemble, qui ont fait l'Asian Le Mans, qui font le GT World Challenge cette année en pro, parce que Joël Sturm a changé de catégorisation. Donc franchement, il y a tout qui va bien. Il y a une osmose. Klaus Bachler, c'est un peu le métronome de l'équipage. C'est pas forcément le pilote le plus connu, mais franchement, Klaus Bachler, c'est le mec qui fait le taf chez Porsche. Le mec, tu lui donnes une caisse, le mec, il est stable tout le temps, linéaire. Alex Malikin, malgré son jeune âge, je crois qu'il a 36 ans, ça fait partie quand même, c'est sûr, des meilleurs bronzes. Et puis Joël Sturm, qui est pas non plus le pilote le plus connu, mais qui est quelqu'un qui Non. connaît beaucoup la maison Porsche, qui a roulé chez Allied Racing dans le passé en GT3 et qui a aussi roulé en Cup. Et là, franchement, toutes les planètes sont alignées pour Pure Racing et Monté, hein. Bah, la Ouais, connaissance ouais, des 3 pilotes, forcément ça aide. Ils n'ont pas eu cette phase de Ah, la seule découverte chose, entre les pilotes qu'ont pu avoir la, beaucoup d'équipages, en la- fait. la seule découverte qu'ils ont pu avoir, d'une, c'est le trafic enfin, les deux découvertes, c'est le trafic avec les hypercars et les pneus Goodyear. C'est ça. C'est tout. Le Et certains reste, circuits. après voilà, je pense que leur expérience de l'Asian où il y avait déjà des P2 les a aidés et c'est vrai qu'ils restent sur une dynamique qui est dingue parce qu'ils gagnent, on l'avait déjà dit, mais ils gagnent leur entrée aux 24 heures du Mans parce qu'ils ont gagné la Bronze Cup en GT World Challenge Europe. Ils gagnent en Asian Le Mans Series. Leur première course en WEC, ils la gagnent. Là, même dans l'adversité, ils se retrouvent à tirer des points. On parlait tout à l'heure de la Porsche numéro 6 qui a un rythme de champion. Et qu'est-ce qu'il faut dire avec la 92, hein. Non, c'est remarquable. C'est remarquable. Et oui, il y a même pas photo. Au Mans, ce sont les grandissimes favoris, mais on sait très bien que les 24 heures du Mans, tout peut se passer et qu'il y aura en plus d'autres équipages qui arrivent de l'LMS et tout ça. Mais voilà. Après, moi, il y a une voiture que j'aimerais voir un petit peu plus, c'est la Mustang pour l'instant, que ce soit en IMSA ou en WEC ou en LMS, elle est sacrément discrète quand même. Et, je pense qu'il y a encore pas mal de ah, boulot pour la Il y a eu, hisser il y au a eu niveau des quelques références. évos, Laurent, c'est ça? il y a eu quelques évos, notamment au niveau de la malle arrière et du diffuseur. Oui. De la malle arrière. De la malle Ouais, arrière. C'est pour mettre le ouais, métal. parce que c'est pas la malle, c'est juste le petit truc. Souviens-toi Et je Daytona. rigole. Je te charrie. On l'a vu qui partait, et comme c'est des évos sur le plan de la sécurité, forcément, c'est quelque chose qui a été accepté. Ah ouais. Qui a été accepté. Euh, On l'avait vu, c'est ce qu'on avait Daytona. vu se détacher à Imola, hein. À Daytona. Daytona en IMSA. Daytona. C'était un peu, enfin, c'était un peu, j'ai l'impression que c'était un peu un kit, hein, par moment. Dès que tu passais sur un vibreur et tout, t'as tout qui s'arrachait à l'arrière. Bon, je pense qu'on peut faire confiance à Multimatic pour rectifier le tir. Mais c'est sûr que la Ford Mustang, ouais, qui était un petit peu la voiture qui était attendue pour l'instant, ouais, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Laurent, par contre, on va souligner qu'il y a eu une arrivée dans les points pour la Lexus de Acodis ASP. Donc, enfin, Alors là, ouais, enfin, et avec un équipage en plus où il a fallu appeler en dernière minute Clement Smith, ça a été, qui a été bon, hein. qui a été bon, Clément très Schmitt bon. qui a été bon. Maintenant, bah là, du côté de l'équipe de Jérôme Polican, c'est pas la compétitivité de l'équipe de toute façon qui est à remettre en cause, hein. Ça, là-dessus, ça ne fait aucun doute. C'est pas la voiture, même si la voiture. Le problème, c'est que c'est une voiture qui n'a pas été développée à la base. C'est une ancienne voiture déjà, et qui n'a pas été développée à la base pour un esprit pro-am. Bon, elle roule, ok, avec Vasseur Sullivan qui a une voiture en pro-am aux États-Unis, mais depuis belle lurette. Cette version-là a été un peu évoluée pour avoir pour l'homologation LMGT3. C'est une voiture qui est pas simple à piloter. Et je pense que, enfin, pour en avoir assez longuement discuté avec Jérôme, oui, il va falloir du temps. C'est une nouvelle approche, c'est différent.
On n'est plus dans une Mercedes que l'équipe maîtrisait à la perfection, les pneumatiques, la voiture, le championnat, tout. Là, c'est un nouvel univers. Ça fera 10 ans que l'équipe de Jérôme Polican, c'était Sofrev ASP, n'a plus participé aux 24 heures du Mans et c'était un one shot parce qu'à l'époque, la voiture, enfin, l'équipe faisait l'European Le Mans Series avec une Ferrari. Donc là, on s'attend de toute façon enfin, j'aime pas dire le mot galérer, mais à être un petit peu en dedans, sachant qu'on prépare forcément au sein du groupe Toyota Lexus la remplaçante de cette Lexus RCF GT3 et que oui, c'est une voiture qui est un peu d'ancienne génération. Ouais et puis après, c'est ce que disait Jérôme, il s'en cache pas, hein, c'est un nouveau championnat, comme tu disais, une nouvelle approche. Il y a des histoires de consommation d'énergie aussi qui sont totalement nouvelles et qu'il faut, il me disait, moi je me suis penché dessus, j'ai tout découvert, bah, «à la dernière minute» entre guillemets. Donc tout ça, il faut quand même bien l'appréhender, mais il y a pas de raison que ça fonctionne pas, il y a pas de raison. Après, alors là, en plus, ils ont eu un Timur Bugoslavski, qui a été blessé, qui a été remplacé au dernier moment par Clemens Schmitt et puis après, c'est, sur la globalité de l'équipage, ils ont des très bons pilotes de pointe. Par contre, sur la globalité de l'équipage, un Kimura face à un Malikin ou un ouais, c'est un peu dur, quoi. Alors moi, je voudrais juste pas, parce que bon, enfin, c'est une équipe qu'on connaît quand même bien en GT3, nous, depuis des années en GT World Challenge Europe. Je voudrais quand même pas que les gens fassent des comparaisons un peu négatives en disant: «Ouais, mais Acodis, ils gagnaient tout en GT World Challenge, en fait, là, ils sont derniers». Si c'est ça, c'est un peu réducteur. Non, C'est mal connaître tu peux pas et comparer. c'est très mal connaître l'équipe technique, c'est très mal connaître Jérôme, En heu, plus, qui est un compétiteur né, un compétiteur dans l'âme et tout et moi, enfin, je pense que Pierre, tu seras d'accord avec moi, le GT World Challenge Europe en termes de championnat pro, il y a pas mieux sur la terre, qu'on soit bien d'accord. C'est une équipe qui a toujours été au rendez-vous, c'est une équipe qui a gagné les 24 heures de Spa, c'est une équipe qui a été championne, c'est une et équipe qui a toujours été là. et Alors qui a oui, il y avait toujours été là, voilà, c'est ça aussi. exactement et qui a aussi un avantage par rapport à beaucoup d'équipes, c'est que c'est une équipe qui a toujours fait rouler enfin, qui a toujours fait rouler du pro-am, en plus des pros ces dernières années et qui sait en plus comment fonctionne la mayonnaise pour faire rouler des pros et des âmes. Ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde, où il y a des équipages, tu vois WRT par exemple, a beaucoup fait rouler des pros, a fait rouler très peu de pro-am, un peu Mmh. de silver, un peu de gold ou de bronze, mais très peu. Alors que chez Acodis ASP, on connaît. Donc là, Oui, mais ça va marcher, il y a pas la non mais question ça va, mais non mais non, mais ça va marcher. je me fais aucun souci, mais attention à pas faire de raccourcis en disant ouais, ils ont gagné en GT World Challenge, là ils sont en queue de peloton. Alors ça a strictement rien à voir. C'est très mal connaître l'équipe et c'est très mal connaître comment est-ce qu'on prépare un championnat. Bah et de toute façon, après, il y a des défis, même Vincent Voss le reconnaît aujourd'hui avec le défi Hypercar, hein. Ça Ah, reste une c'est plus voiture, la même. ben voilà, il y a l'équipe, elle tourne, tout le monde sait ce que vaut WRT, mais c'est autre chose encore. Pas la même Bah là, voiture, tu as le lien avec le voilà. constructeur, Le problème, il est là aussi. Le problème, il est le lien. Autant en GT, WRT fait un peu, entre guillemets, ce qu'il veut parce que c'est une équipe privée à part entière. Autant en hypercar, il faut travailler main dans la main avec BMW. Et peut-être qu'à des fois, les ingénieurs ou quoi de chez qui WRT qui sont quand même au top, qui a la prévalence, quoi. ben, tu vois, c'est toute une mayonnaise qu'il doit prendre. Et on peut pas dire jusqu'à présent que RLL aux États-Unis était vraiment brillant avec la voiture. Mmh. Donc là aussi, c'est pareil, WRT, ça fait partie des équipes, enfin, je veux dire, des équipes où tout est rodé, où il y a rien à dire. Ça fait partie des équipes de pointe, des équipes, qui sont allées en DTM, qui font du GT World Challenge encore à haut niveau, qui font plusieurs championnats, qui ont gagné en LMP2 dès qu'ils sont arrivés, ce qui était quand même pas simple. Alors oui, ils ont mis les moyens, mais à un moment, une LMP2, ça reste une LMP2 et franchement, non, non, il faut, Non, mais comme ouais, non, mais c'est que c'est voilà, c'est le parallèle effectivement, il est, faut s'habituer à une nouvelle voiture, un nouvel environnement et puis, bah, ça faut pas croire que ça se fasse et heureusement d'ailleurs, sinon c'est humiliant pour les gens qui sont là depuis certain temps, voilà, heureusement que WRT vient pas mettre une claque à tout le monde en hypercar dès la première course et que qu'Acodis ASP pareil en MGT3. Et puis sinon ce serait même pas drôle d'ailleurs, si tout est facile et on change de catégorie, ça change rien. Voilà, tu parlais de la P2, la P2 c'est une voiture qui est relativement facile à exploiter par rapport à une hypercar où tu as des systèmes hybrides ou comme tu disais Pierre, tu as l'implication du constructeur. Donc, voilà, mais autant Acodis en MGT3 que WRT en hypercar, j'ai pas de grand doute sur le fait que ça fonctionne. Il faut juste du temps et heureusement, encore une fois, que c'est pas, tout prend du premier coup et on gagne la première course, on humilie la concurrence et voilà.
Ah, mais c'est que tout le monde est un peu impatient, évidemment, parce qu'en 2024, évidemment, plus personne accepte de perdre. Et tout le monde voudrait gagner chaque meeting, mais il n'y Et a tout de qu'un suite. vainqueur. Bah, tout de suite, mais ouais, ouais, ça se passe pas comme ça. Thibaut Laurent, on est le 13 mai. Dans un petit peu plus d'un mois, on sera dans la Sarthe. Le grand rendez-vous approche. Maintenant, à grands pas, on était revenu avec Laurent sur la liste des 186 pilotes qui a été dévoilée il y a quelques jours. Donc, Ah, on je vous en. laisserai Thibaut regarder le podcast d'ailleurs. on l'a- Voilà, ça c'est fait. Euh, Et, je prenais le soleil à pas. on vous laisse pas. Et d'ailleurs, attends, juste en petit aparté, Thibaut, pas une goutte de pluie, hein. Magnifique, magnifique. Le premier jour, quand on est arrivé le mercredi, donc ça roulait pas. Mais sinon, non, non, aucune goutte, pas de goutte de pluie. À noter. On espère qu'on aura la même météo dans la Sarthe dans un petit peu plus d'un mois. Ce sera le grand rendez-vous. Avant ça, évidemment, la journée test. On vous fera vivre ça depuis l'intérieur tous les trois. Thibaut Laurent, merci pour ce débriefing des 6 heures de Spa 2024 dans ce nouveau numéro de Track Limit que vous pourrez voir encore une fois. On met ça en place en vidéo et en audio, donc sur les différentes plateformes. On vous encourage à vous y abonner. Prochain rendez-vous donc les 24 heures du Mans avec la journée test avant ça. On sera présent pour vous faire vivre ça du mieux possible. D'ici là, restez sur Endurance Info pour suivre l'actu au quotidien avec encore un week-end avec plusieurs épreuves. Laurent, je crois que ça sera Misano pour toi, c'est ça? Mm. Avec le GT World Challenge. On suivra ça. Merci à tous les deux et rendez-vous dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt. Ciao, Merci, à ciao. bientôt.